dans Notre Monde, l'émission géopolitique de Majira TV. La petite république d'Artsakh, autoproclamée indépendante en 1991 au Nagorno-Karabakh ou Haut-Karabakh, située au Sud-Caucase sur un territoire qui fait officiellement partie de l'Azerbaïdjan, est-elle en voie de devenir la nouvelle Syrie du Caucase ? Depuis la fin du mois de septembre, Arméniens et Azéris s'affrontent dans des combats de haute intensité, sous le regard inquiet des grandes puissances qui hésitent à intervenir. Dans les deux camps, la population civile se terre dans des caves et des abris anti-aériens pour se protéger des bombardements. Des milliers de civils se sont réfugiés à l'étranger. Déjà, entre 1991 et 1994, des combats entre Arméniens, majoritaires au Nagorno-Karabakh, et les forces azerbaïdjanaises avaient fait près de 30 000 morts. La Turquie considère l'Azerbaïdjan comme un État frère au sein de la grande nation turque, qui regroupe tous les États turcophones de la planète. À ce titre, l'Azerbaïdjan bénéficie d'un soutien à la fois idéologique, politique et militaire de la part de la Turquie, dans sa tentative de reprendre le contrôle total du Nagorno-Karabakh. Cette implication de la Turquie dans le conflit constitue une véritable surprise géostratégique pour les Occidentaux. Aurélien Denisot, chercheur en géopolitique et spécialiste du monde turc, est l'auteur d'une thèse de doctorat en sciences politiques sur la doctrine stratégique et diplomatique de l'islam politique turc entre 2002 et 2016. Nous lui avons posé la question: comment les Turcs et leurs frères azerbaïdjanais perçoivent-ils la situation au Nagorno-Karabakh ? Lorsque l'on s'intéresse au point de vue turc sur la question du Haut-Karabakh, la première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut distinguer en réalité l'approche turque et l'approche azerbaïdjanaise. Les deux sont complémentaires, les deux pays sont alliés, les deux se recoupent étroitement, mais il y a aussi des dynamiques internes à l'intérieur de chacun de ces pays. En Azerbaïdjan, la question du Haut-Karabakh, c'est avant tout une question nationale, une forme de blessure. On a là un conflit, ce qu'on appelle ces conflits gelés, comme on en voit partout sur les pourtours de l'ancienne Union soviétique, qui oppose assez classiquement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Arméniens du Haut-Karabakh, avec le respect de l'intégrité territoriale d'un État, en l'occurrence l'Azerbaïdjan. Quand vous interrogez les Azerbaïdjanais, beaucoup vous disent ce Haut-Karabakh, finalement, c'est notre Alsace-Lorraine. Il y a une forme de blessure, avec bien sûr des différences notables entre les deux situations, mais qui est liée à la fois à la défaite militaire dans les années 90, aux souffrances qui ont été entraînées par une forme d'épuration ethnique réciproque. Il y a eu des pogroms anti-arméniens en Azerbaïdjan, mais il y a eu aussi les Azéris du Haut-Karabakh et des régions environnantes qui ont été chassés et qui se sont réfugiés en Azerbaïdjan. Et puis il y a enfin le sentiment d'humiliation de voir 20% du territoire officiel azerbaïdjanais occupé par l'armée arménienne. À cela s'ajoute une forme de frustration, l'impression que pendant des années, les grandes puissances qui étaient en charge de résoudre ce dossier n'ont pas cherché à le faire avancer. C'est particulièrement vrai lorsque l'on écoute les critiques de l'Azerbaïdjan à l'égard du groupe de Minsk, qui est formé de la Russie, de la France et des États-Unis, et qui était censé trouver une solution diplomatique à ce conflit. Les Azerbaïdjanais aujourd'hui ont le sentiment que ce groupe maintient le statu quo par un sentiment favorable à l'Arménie. Ils font valoir que la Russie est un allié traditionnel de l'Arménie, que la France, en raison notamment du poids des mouvements pro-arméniens, adopte aujourd'hui une politique qui est de plus en plus tournée vers l'Arménie, et que les États-Unis finalement se désintéressent totalement de ce conflit, surtout d'ailleurs avec Barack Obama et Donald Trump qui se sont bien plus tournés vers l'Asie ou à la rigueur vers le Moyen-Orient et qui ont laissé plus ou moins tomber le Caucase. Ce sentiment de frustration s'accompagne par ailleurs d'un développement économique de l'Azerbaïdjan qui lui a permis de se réarmer, qui lui a permis d'acheter des armes dernier cri aux Turcs, aux Israéliens, et qui donne donc à l'Azerbaïdjan le sentiment que finalement la situation est bloquée alors qu'il aurait, lui, militairement, l'opportunité de la débloquer. Dans ce contexte, il suffit que le pouvoir soit mis sous pression, qu'il y ait des critiques internes, qu'il y ait des problèmes économiques, pour qu'on ait la tentation de vouloir récupérer ces territoires perdus
finalement le gouvernement azerbaïdjanais serait même discrédité si, avec ce développement économique, avec cette modernisation militaire, il n'obtenait toujours aucune avancée au sujet du Haut-Karabakh. Les Azerbaïdjanais ne tiennent pas seulement à récupérer le Haut-Karabakh, il y a aussi avant tout les terres qui entourent cette région, qui elles ne font pas partie de la zone revendiquée par les Arméniens, mais qui, pour des raisons de sécurité, de stratégie, sont occupées par l'armée arménienne. Ce sont en majorité ces terres d'ailleurs que l'armée azerbaïdjanaise a tâché de récupérer dans les dernières semaines. Les Azerbaïdjanais ont considéré qu'ils avaient un contexte géopolitique qui leur était favorable, avec un Iran affaibli, qui ne tient pas trop à se mêler de ce dossier, un rapprochement avec la Russie, tandis que dans le même temps, le nouveau pouvoir arménien semblait se rapprocher des Occidentaux et donc mécontenter le gouvernement de Vladimir Poutine, et le sentiment que la Turquie, dans la situation délicate diplomatiquement dans laquelle elle se trouvait, ne pourrait pas refuser son soutien à l'Azerbaïdjan. Et c'est là qu'on en arrive à l'approche turque de cette question. Tout d'abord, il y a un premier point à bien prendre en compte, c'est que l'approche est davantage celle de la Turquie que celle de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc, finalement, n'a pas un très grand intérêt pour l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un régime séculier, laïque, c'est une population majoritairement chiite, et en plus, c'est un allié d'Israël, c'est un allié des Occidentaux. Finalement, il ne s'intègre pas dans la vision géopolitique qui avait été développée par Recep Tayyip Erdogan au cours des dernières années, qui incluait une solidarité avec les pays musulmans sunnites, un rapprochement avec la confrérie des frères musulmans. En somme, Recep Tayyip Erdogan est beaucoup plus à l'aise, par exemple, en Libye, où il peut travailler avec ses alliés traditionnels, qu'en Azerbaïdjan, où on doit ressentir bien davantage l'influence, d'une part, de la société civile turque, qui est très engagée en faveur des Azerbaïdjanais, au-delà des clivages, et d'autre part, du parti nationaliste, le MHP, qui est allié au parti de Recep Tayyip Erdogan et qui permet à ce dernier de conserver sa majorité à l'Assemblée. Au vu de cette situation politique interne, au vu des pressions de l'opinion publique, Recep Tayyip Erdogan ne pouvait évidemment pas ne pas s'engager en faveur de l'Azerbaïdjan dans ce conflit. Il n'y va pas avec enthousiasme, mais politiquement, il est obligé de jouer à fond cette carte. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que les Turcs peuvent espérer obtenir de leur côté? En réalité, par rapport au Haut-Karabakh, l'ambition plus ou moins affirmée de la Turquie, ce serait d'abord d'être intégrée dans le groupe de Minsk. Bien sûr, elle est soutenue pour cela par l'Azerbaïdjan. Il y a chez les Turcs un sentiment d'injustice avec l'idée que la France et les États-Unis, qui ne sont pas des États frontaliers du Caucase, sont inclus dans ce groupe de Minsk, dans la résolution du conflit du Haut-Karabakh, alors que la Turquie, alliée proche de l'Azerbaïdjan, frontalière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, elle est exclue de ce forum de discussion. Il y a donc d'une part cette volonté de la Turquie d'intégrer le groupe de Minsk. Elle inscrit ça dans un discours géopolitique plus global qui vise à discréditer l'action des grandes puissances traditionnelles. C'est la formule de Recep Tayyip Erdogan qui dit « le monde est plus grand que 5 ». Les 5 membres classiques du Conseil de sécurité de l'ONU ne seraient plus, d'après lui, suffisants pour résoudre ce conflit du Haut-Karabakh. Il y a donc en Turquie une ambition de travailler par exemple avec la Russie pour obtenir une solution diplomatique à ce conflit, mais il y a dans le même temps la crainte que la Russie utilise ces tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour finalement renforcer son emprise au sein des deux pays. En particulier, parmi les adversaires de Recep Tayyip Erdogan, beaucoup ont l'impression qu'il s'est fait piéger dans ce dossier, que Vladimir Poutine l'a utilisé, a utilisé le sentiment naturel de solidarité des Turcs à l'égard de l'Azerbaïdjan pour finalement renforcer sa position auprès des Arméniens et auprès des Azerbaïdjanais. Enfin, pour un certain nombre de nationalistes turcs, cette affaire du Haut-Karabakh montre que la Turquie devrait revoir ses alliances diplomatiques, le soutien des Israéliens au Haut-Karabakh, à l'Azerbaïdjan, et à l'inverse le soutien iranien à l'Arménie, pousse beaucoup de Turcs finalement à remettre en cause la diplomatie de Recep Tayyip Erdogan, qui s'appuyait sur une forme de solidarité islamique, et à considérer que la Turquie désormais doit se montrer plus pragmatique, qu'elle doit travailler avec la Russie, qu'elle doit travailler si nécessaire même avec Israël, avec ses alliés locaux, car dans des dossiers comme celui de l'Azerbaïdjan, on voit qu'en réalité les solidarités religieuses qui étaient mises en avant par le président Erdogan ne jouent pas forcément en faveur des Turcs et ne permettent pas à la Turquie de renforcer sa position. Merci à Aurélien Denisot pour son excellente analyse.
En effet, le fait que la Turquie soit membre de l'OTAN et que l'Arménie soit liée à la Russie par un accord de sécurité collective dans le cadre de l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, donne des sueurs froides aux Occidentaux. Joseph Martinetti est professeur de géographie politique à l'Université de Nice et auteur d'un ouvrage intitulé « Peuplement et territoire en Russie ». Nous lui avons posé la question de savoir comment la Russie et l'Arménie perçoivent ce conflit meurtrier. Bonjour. Alors la question qui m'est posée est de savoir quelle est la position de la Russie dans le conflit qui oppose depuis maintenant plus de 20 jours l'Azerbaïdjan d'une part à la République autoproclamée d'Artsakh, peuplée par des Arméniens et soutenue donc par la République d'Arménie. Alors je dirais d'entrée de jeu que cette position est une position médiatrice et donc pacificatrice. La Russie, pour de multiples raisons, a tout intérêt à maintenir la paix. Alors maintenir la paix, ça veut dire que d'une certaine manière, il faut qu'elle établisse un statu quo aujourd'hui et qu'elle soutienne d'une certaine manière le révisionnisme défini par les Arméniens, consistant donc à obtenir l'indépendance ou un statut d'émancipation du Nagorno-Karabakh vis-à-vis de l'Azerbaïdjan dont il dépend territorialement. Et là, il y a donc une position commune entre Russes et Arméniens qui, quelque part, sont les républiques ex-soviétiques qui remettent en cause, par l'existence de minorités de ressortissants arméniens ou russes qui sont ailleurs, et qui donc remettent en cause les frontières héritées de l'ancienne Union soviétique. D'ailleurs, l'Arménie est un allié fidèle de la Russie. Elle est à la fois membre de l'organisation du traité de sécurité collective. Il y a en Arménie deux bases russes qui sont à la fois sur Gurmi et sur Erevan et qui représentent tout de même 4000 soldats russes prêts à défendre l'Arménie en cas d'attaque. L'Arménie est également membre de l'Union eurasiatique avec la Russie, le Kazakhstan, et d'ailleurs l'économie arménienne est totalement dépendante, sur le plan énergétique par exemple, des approvisionnements en gaz de Gazprom, mais également des entretiens assurés par Rosatom dans la centrale nucléaire arménienne qui a été mise en place à l'époque soviétique. Alors, il est vrai quand même qu'en Arménie, il y a aussi un tropisme occidental qui est affirmé et qui d'ailleurs était celui de l'actuel Premier ministre Nikol Pachinian qui, dans son arrivée au pouvoir en 2018, avait, dans un premier temps, affiché, je dirais, un fort tropisme pro-occidental. Mais l'Arménie est une petite république de 3 millions d'habitants, très enclavée, très dépendante, et en même temps entourée de pays qui sont soit ses ennemis, soit qui sont ennemis de la Russie, comme la Géorgie, qui pourrait jouer le rôle de pont entre l'Arménie et la Russie. Ce n'est pas du tout le cas de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est d'abord une république plus importante, un peu plus vaste, mais surtout plus peuplée, et puis surtout, l'Azerbaïdjan, avec la Caspienne, avec ses gisements de pétrole et de gaz de la Caspienne, est aujourd'hui une véritable puissance émergente. Elle dispose en effet de réserves en gaz qui sont relativement importantes et qui font de plus en plus de l'Azerbaïdjan un rival de la Russie. L'Azerbaïdjan, depuis une vingtaine d'années, tente de s'émanciper de la tutelle russe et de se rapprocher davantage à la fois de l'Occident et de la Turquie. Les concessions pétrolières et gazières sont en effet données pour l'essentiel à des compagnies anglo-saxonnes et en particulier à British Petroleum qui travaille beaucoup avec la société nationalisée, la SOCAR, qui est installée donc à Bakou et qui gère les ressources énergétiques d'hydrocarbures de l'Azerbaïdjan. On peut également signaler que l'Azerbaïdjan a d'une certaine manière fait reculer la présence russe sur son territoire avec la fermeture de la station radar de Gabala qui a été donc transférée, qui était une des principales stations d'observation de l'Union soviétique et qui a été donc transférée en Russie du Sud dans le territoire de Krasnodar. L'Azerbaïdjan donc de plus en plus s'émancipe, mais tout en restant malgré tout très proche, en achetant des armes. La Russie serait le troisième ou le deuxième fournisseur de matériel militaire à l'Azerbaïdjan, après Israël, ou à peu près au même titre que la Turquie.
Mais elle achète également beaucoup de, je dirais, de matériel dans l'exploitation du pétrole, des bateaux, des pétroliers à la Russie. L'Azerbaïdjan s'émancipe, donc affirme son autonomie, son émancipation est forte, et il y a des contentieux également territoriaux entre la Russie et l'Azerbaïdjan, dont on parle peu, et qui sont la présence d'une communauté de Lezgins, qui souhaitait à un moment d'ailleurs mettre en place un Lezginistan, et qui sont situés à cheval sur les deux États, à la fois sur la République autonome du Daghestan côté russe, et sur l'Azerbaïdjan. Et que là, il y a quand même une sorte de bombe à retardement d'un peuple qui, aujourd'hui, semblerait plutôt balancer en faveur de l'Azerbaïdjan, parce que peut-être que l'Azerbaïdjan, maintenant, avec ses richesses, est un pays plus attractif. Mais surtout, l'Azerbaïdjan, et les Russes en sont tout à fait conscients, et ça explique leur position de médiateur, l'Azerbaïdjan a derrière lui tout ce qui est l'espace turcique de l'ancienne Union soviétique. Le Turkménistan, par exemple, qui transfère une partie de ses richesses énergétiques sous la Caspienne et qui rejoint donc Bakou et l'Azerbaïdjan et qui sont ensuite destinés à être exportés vers l'Europe par le fameux gazoduc qui va être mis en fonctionnement et qui s'appelle Anaptap. Et puis il y a le Kazakhstan, le Kirghizistan, donc des pays qui appartiennent à l'ensemble turcique et qui, même si aujourd'hui ils sont membres de l'organisation du traité de sécurité collective, qui n'aimeraient pas d'une certaine manière voir la Russie afficher un positionnement trop pro-arménien face à l'Azerbaïdjan. N'oublions pas également qu'en Russie, il y a des minorités tatares, turques donc, qui sont très importantes, qui représentent 5-6% de la population, qui sont présentes dans l'espace de la Volga, à Moscou, mais également en Crimée. Et la Russie est donc obligée d'une certaine manière de maintenir un équilibre qui est un peu hérité à la fois du tsarisme et de l'époque soviétique, et qui fait de la Russie en quelque sorte un médiateur permettant la cohabitation impériale, on peut le dire, de tous ces peuples, de tout cet espace extrêmement hétérogène sur le plan ethnique, avec une importance très grande des musulmans. Et donc la Russie doit d'une certaine manière conserver ce rôle de médiateur, sans véritablement prendre un positionnement trop affirmé. Ça explique d'ailleurs la volonté du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui aurait peut-être d'ailleurs des ascendances arméniennes, de jouer vraiment le rôle du pacificateur en proposant de placer des observateurs russes, des soldats russes comme observateurs sur la ligne de front entre le Karabakh, autoproclamé donc république indépendante, et l'Azerbaïdjan, sachant qu'il y a donc aujourd'hui des bombardements de part et d'autre. Et ça explique également que le président Poutine lui-même, au plus haut sommet, donc, a demandé, ou en tout cas agi pour qu'un débat public s'instaure de façon très affirmée en Russie, entre les communautés arméniennes, plus de 2 millions de personnes, et les Azéris, plus de 1 million d'Azerbaïdjanais en Russie, et avec l'organisation d'ailleurs d'une émission animée par Kisseliov, qui est un journaliste très connu et très proche du pouvoir, en faveur d'une paix dans le Caucase, Transcaucasie. Joseph Martinetti, un grand merci pour votre éclairage très utile. La Russie a laissé entendre que le Nagorno-Karabakh était exclu de son accord de sécurité avec l'Arménie. Cependant, d'autres puissances, telles que l'Iran, sont également concernées par ce conflit. L'Iran soutient l'Arménie, même si les Azerbaïdjanais, à l'instar des Iraniens, sont chiites. La préoccupation des Iraniens est notamment liée à la présence de plusieurs centaines de mercenaires sunnites pro-turcs arrivés du théâtre syrien pour soutenir les forces azerbaïdjanaises dans ce conflit. Tigran Yegavian est journaliste et spécialiste du Caucase. Il est également l'auteur d'un ouvrage sur l'Arménie intitulé « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée » et de Diasporalogue, une autopsie contemporaine de l'arménité. Nous lui avons demandé quelle était sa vision du conflit au Nagorno-Karabakh et de ses implications à l'échelle globale.
Bonjour, nous avons beaucoup abordé les origines du conflit du Karabakh qui oppose donc Arméniens et Azerbaïdjanais pour le contrôle de ce territoire qui est grand comme un département français. Moi, j'aimerais surtout aborder le risque d'internationalisation de ce conflit, étant donné que depuis le 27 septembre, on a plusieurs acteurs, outre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et bien entendu la République autoproclamée du Karabakh. Nous avons plusieurs acteurs qui jouent un rôle significatif dans le déroulement des opérations, avec un risque de déflagration régionale très élevé. Alors, on parle de quoi? On parle d'une région qui est historiquement considérée comme un pré-carré russe, comme une zone d'influence russe depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. L'Azerbaïdjan est un pays turcophone, un pays chiite qui est un petit peu à la croisée donc de plusieurs aires d'influence culturelle, mais qui donc depuis son indépendance en 91 est très proche de la Turquie, qui est considéré comme son grand frère. La Turquie est un pays qui a des velléités, des ambitions régionales partout, mais notamment aussi dans le Caucase. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que la Turquie est depuis donc quelques années engagée dans une sorte de fuite en avant. Une fuite en avant alimentée par l'alliance entre le pouvoir de M. Erdogan avec l'extrême droite du MHP, qui est un parti qui revendique une idéologie pan-turquiste visant à unifier tous les peuples turcophones d'Asie centrale et d'Anatolie, et dans lequel l'Arménie et le Karabakh constituent une sorte de verrou stratégique pour empêcher la réalisation de cette unité. Alors on peut comprendre aussi que cette stratégie donc d'Erdogan consiste à une dégradation de son environnement régional en une multitude de foyers de crise et d'instabilité, comme on peut le voir très bien dans la mer Égée, à Chypre, dans le nord de la Syrie, dans le nord de l'Irak, plus récemment en Libye, et aujourd'hui au Karabakh, peut-être demain dans les Balkans, puisqu'il y a aussi beaucoup de Turcs et de turcophones en Bulgarie et des relais d'influence en Bosnie, en Macédoine, en Albanie, etc. Donc, une stratégie de dégradation pour pouvoir s'imposer comme un médiateur et pouvoir retourner un rapport de force qui lui est au départ défavorable. Et ça, on le voit très bien parce que la région du Caucase Sud, en général, est une région sous influence russe, et l'intérêt de la Turquie, c'est d'allumer un nouveau front contre les Russes par proxy, par exemple en déplaçant des milliers de mercenaires syriens sur le théâtre des opérations, alors qu'on parle quand même d'un État souverain. L'Azerbaïdjan n'est pas un État failli, elle n'a pas besoin de mercenaires, mais elle le fait justement, elle importe ces mercenaires, déjà pour éviter qu'il y ait trop de pertes dans les rangs de l'armée azerbaïdjanaise, qui serait quelque chose qui serait très mal vécu par une population déjà qui subit de plein fouet un régime dictatorial qui opprime la liberté. Et on installe ces djihadistes aussi pour créer un nouveau foyer de tension, d'instabilité dans la région qui inquiètent très fortement en premier lieu la Russie et l'Iran. Alors, on a un autre acteur, bon la Russie, j'en parle un petit peu, mais la Russie est liée avec l'Arménie par une alliance militaire stratégique dans le cadre de l'OTSC, qui est en fait une organisation surtout politique d'intégration régionale, mais il y a un accord militaire d'assistance, un petit peu comme il y a l'OTAN de l'autre côté. Mais le problème, c'est que les Russes n'ont pas l'intention d'intervenir pour secourir les Arméniens tant que, officiellement, les hostilités ne se déroulent pas sur le territoire internationalement reconnu de la République d'Arménie. Donc, il existe une base importante russe, à côté de la frontière arméno-turque. Les Russes sont très présents, mais pour l'instant, les Arméniens se considèrent comme, entre guillemets, lâchés, en tout cas pas assez aidés par les Russes, dans ce qu'ils considèrent comme une agression, à la fois turque, azérie, plus les mercenaires, et il y a aussi un autre pays qui intervient aux côtés de l'Azerbaïdjan, mais sans faire beaucoup de bruit, c'est le Pakistan. Alors, on a parlé de la Russie, donc la Russie a aussi une position de médiatrice. Elle ne souhaite pas que la Turquie la pousse dans ses retranchements et ne l'oblige, la contraigne à soutenir les Arméniens, parce que la Russie a aussi une relation assez étroite avec l'Azerbaïdjan, à qui elle vend beaucoup d'armes. La Russie n'entend pas et ne souhaite pas perdre son influence en Azerbaïdjan. D'où ce dilemme, d'où cette difficulté de prendre une position
plus tranchée pour lutter de façon plus efficace contre le péril pan-turc ou le phénomène djihadiste dans cette partie du Caucase. Donc voilà, bon, je voudrais aussi parler d'Israël. C'est un petit peu un sujet sensible parce que Israël est un État donc, qui est à la périphérie du conflit et qui joue un rôle quand même assez notable au regard de la profonde, disons, l'amitié, la relation stratégique très étroite mais très discrète qu'elle a liée avec l'Azerbaïdjan depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, puisque Israël considère que l'Azerbaïdjan peut être une base arrière dans sa guerre contre l'Iran. L'Azerbaïdjan est un pays chiite, certes, mais laïque, et les deux pays partagent des intérêts géostratégiques. Donc Israël, depuis un certain nombre d'années, mais surtout depuis 2012, a signé un accord pour la vente de drones et de systèmes de défense anti-aérienne, de radars, de batteries antimissiles, pour un montant supérieur à 1,6 milliard de dollars. Donc c'est quand même très conséquent. Et en contrepartie, l'Azerbaïdjan s'est engagé à fournir à peu près 40% des importations israéliennes en pétrole et en gaz. Donc ça vous donne une idée de l'étroitesse, de la profondeur de ces relations commerciales, de ces relations géostratégiques, mais aussi le fait qu'il y a une proximité culturelle parce qu'il existe une relativement importante communauté juive en Azerbaïdjan, enfin c'est quelques dizaines de milliers, mais c'est souvent la politique, le pouvoir azerbaïdjanais exploite souvent cette communauté juive comme un exemple de tolérance et d'ouverture. Donc voilà pour la présentation des acteurs principaux, mais on n'a pas parlé encore de l'Iran. L'Iran, donc la République islamique d'Iran, qui est frontalière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, est très inquiète de ce qui est en train de se passer, puisque l'Iran ne peut pas prendre une position ni pour l'un ni pour l'autre. Elle ne peut pas prendre position pour l'Azerbaïdjan ouvertement, même s'il y a des sympathies avec l'Azerbaïdjan chiite. N'oubliez pas que l'Iran est un pays chiite également, et ils ont pas mal de... Et il y a une très très importante communauté azéri en Iran. Presque 18 millions d'Iraniens sont d'ethnie azéri. Donc ça joue en faveur, si vous voulez, d'un soutien à l'Azerbaïdjan. L'Iran défend aussi le principe de l'intégrité territoriale, puisqu'elle ne veut pas être démembrée, elle ne veut pas perdre les territoires du nord de l'Iran qui sont peuplés à majorité d'Azéris. Et donc, par contre, elle est très inquiète de l'activisme djihadiste dans la région. Elle est très inquiète de la présence d'Israël à ses frontières. Donc, elle ne soutient pas l'Azerbaïdjan pour cette raison. Elle ne soutient pas non plus l'Arménie, mais elle garde une certaine neutralité et elle considère la frontière avec l'Arménie très importante dans sa stratégie de désenclavement, étant donné que l'Iran est un pays qui est complètement enclavé par des voisins qui lui sont hostiles, et à l'inverse, elle considère l'Arménie comme un partenaire stratégique. Vu d'Arménie, c'est perçu aussi comme un partenaire stratégique, puisque l'Arménie est complètement enclavée, elle n'a pas d'accès à la mer, sa frontière avec la Turquie est fermée depuis 1993, puisque la Turquie impose un blocus depuis 1993 contre l'Arménie pour étouffer son économie et en faveur et en solidarité avec l'Azerbaïdjan. Et donc, pour l'Arménie, l'Iran est très importante. Alors, il y a un autre point que j'aimerais aborder, outre la dimension, donc le rôle des acteurs régionaux. Bon, c'est les États-Unis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les États-Unis coprésident avec la Russie, avec la France, le groupe de Minsk, qui est un groupe de médiation dans le cadre de l'OSCE, qui est censé, depuis 1992, donc depuis un certain temps déjà, depuis 28 ans, de régler politiquement, pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh. Donc les États-Unis ont l'impression qu'ils sont très très en retrait donc, de ce conflit, mais qu'ils étaient aussi parfaitement informés de ce qui allait se passer, puisque 36 heures avant le déclenchement de l'offensive turco-azérie, les États-Unis, les ambassades des États-Unis à Bakou et à Erevan avaient évacué leur personnel. D'autre part, la Russie, les États-Unis considèrent que cette guerre est aussi un moyen pour affaiblir la Russie. Et donc, elle ne prend toujours pas position et renvoie plutôt les parties dos à dos. Alors, pourquoi cette guerre est importante d'un point de vue éthique, civilisationnel, si vous voulez, c'est qu'on voit bien que le rapport de force
et du côté des Turcs et des Azerbaïdjanais, puisque les Arméniens se battent tout seuls, ils se battent dans une stratégie de défense d'une terre qu'ils considèrent comme le berceau historique de l'Arménie, le Karabakh. Pour les Azerbaïdjanais, c'est plutôt un enjeu de revanche nationale, d'orgueil national, puisqu'elle considère qu'elle récupère des territoires qu'elle a perdus en 1994. Et donc, elle entend mener non seulement une guerre de revanche, mais aussi une guerre d'extermination contre les populations arméniennes de la région du Karabakh. Alors, c'est très compliqué, si vous voulez, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans le sens du droit international, puisque vous avez deux principes qui s'opposent dans ce conflit. D'un côté, le principe de l'intégrité territoriale, c'est le principe de l'Azerbaïdjan, et de côté, le principe du droit à l'autodétermination, donc des Arméniens du Karabakh. Moi, je pense qu'il faut surtout comprendre ce conflit, en tout cas la question du Karabakh, qui est une question qui est un héritage de Staline, hein, des frontières décidées par Staline en 1921 pour diviser, pour régner, pour que la zone du Caucase, qui est une zone stratégiquement très importante aux marges de l'Empire, soit excessivement morcelée, divisée, pour que les nationalismes soient contenus. Donc, pour l'Arménie, pour le Karabakh, c'est avant tout cette question, c'est le droit d'une population autochtone à vivre en paix sur son territoire. Alors, depuis 1991, le Haut-Karabakh existe comme un État indépendant, certes, parce que c'est une république qui s'est autoproclamée, non pas vis-à-vis de Bakou, mais vis-à-vis de Moscou, pour éviter un massacre, parce qu'ils étaient en train de se faire massacrer s'ils ne se défendaient pas par les Azéris. Et donc, depuis 1991, le Karabakh a construit tous les attributs d'un État. Et il est impératif pour le Karabakh d'obtenir une reconnaissance de la part de la communauté internationale. Parce que cette reconnaissance, et je tiens à saluer la décision de la ville de Milan, en Italie, qui aujourd'hui a reconnu l'indépendance du Karabakh, c'est le seul moyen de protéger les civils, si vous voulez. Puisque les civils sont vraiment exposés au bombardement intensif, que la moitié de la population s'est réfugiée en Arménie, le seul moyen de défendre cette population, il y a un outil du droit international, c'est ce qu'on appelle la sécession remède. Donc c'est ce qui a été fait au Kosovo et au Timor oriental en 1999. Donc c'est la responsabilité de protéger qui demande, si vous voulez, que le Karabakh soit reconnu comme un État indépendant et qui puisse aussi prendre part au processus de négociation pour arriver à une fin, à une paix durable. Et cette paix, elle se fera bien évidemment par des concessions mutuelles, c'est-à-dire des territoires contre la paix, mais pas par une guerre d'extermination. Tigrane Yegavian, un grand merci pour cette analyse prospective très utile. À l'issue de négociations à Moscou entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un cessez-le-feu est entré en vigueur le samedi 10 octobre à midi. Celui-ci devait permettre d'arrêter le bain de sang, soit 400 morts, dont 20 civils. Il n'a pas été respecté. Il y a quelques jours, une trêve humanitaire a été convenue entre les belligérants le samedi 17 octobre 2020. Mais cette trêve est bien fragile. Une évidence s'impose. Les ventes d'armements ont largement complexifié la donne et aggravé le conflit. La Turquie apporte l'expertise de plusieurs dizaines de conseillers militaires aux forces azerbaïdjanaises. Elle fournit des drones armés Bayraktar, déjà utilisés en Syrie. L'Arménie dénonce la présence d'avions F-16 et d'hélicoptères turcs au-dessus de la zone de conflit. Israël entretient de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan et a fourni à ce pays des drones armés. Enfin, la Russie n'a jamais cessé d'approvisionner les deux camps en équipement de défense. Au Nagorno-Karabakh, dont le nom signifie « jardin noir », le sang n'a malheureusement pas fini de couler. Et il est désormais et plus que jamais du devoir des grandes puissances de trouver enfin une solution durable. Force est de constater que chaque jour, de part et d'autre, des civils et de jeunes militaires perdent la vie à cause des frontières empoisonnées dessinées par Staline il y a exactement un siècle. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Un grand merci à nos participants. Bonne journée sur Majira TV.